On attendait de moi que je me sacrifie pour ma sœur toute ma vie pendant que ma mère regardait, et maintenant, elle en apprend les conséquences. J'ai passé toute mon enfance à m'occuper de ma petite sœur, Bliss, qui est née quand j'avais 7 ans. Et dès ce moment, ma vie a tourné autour de ses besoins. Ma mère a décidé que j'étais assez grande pour aider, et aider s'est rapidement transformé en tout faire. Je nourrissais quand ma mère était fatiguée. Je la changeais quand ma mère était occupée, et je me réveillais avec elle la nuit quand ma mère voulait dormir. À 10 ans, j'élevais essentiellement un enfant, en bas âge alors que j'étais moi-même une enfant. Ma mère disait à tout le monde à quel point j'étais responsable, mais ne mentionnait jamais que je n'avais pas le choix. En grandissant, Bliss n'a jamais appris à faire quoi que ce soit toute seule parce que je faisais tout. Je préparais son petit déjeuner avant l'école. Je l'aidais avec ses devoirs tous les soirs, je l'emmenais à ses activités quand j'ai eu mon permis, et je la couvrais quand elle avait des ennuis. Ma mère me félicitait d'être une si bonne sœur, tandis que Bliss apprenait que quelqu'un nettoierait toujours ses dégâts. Quand je suis partie pour l'université à 18 ans, ma mère a pleuré et a demandé comment elle survivrait sans moi. Je lui ai dit que Bliss avait 11 ans et pouvait commencer à apprendre les responsabilités de base. Ma mère a ri comme si j'avais fait une blague et m'a appelé 3 fois par semaine ce premier semestre pour me demander conseil sur la gestion de choses, que je faisais habituellement automatiquement. J'ai passé mes années universitaires à me sentir coupable de ne pas être à la maison, et quand j'ai obtenu mon diplôme et trouvé un emploi dans une ville à 2 heures de route, ma mère a dit que j'abandonnais la famille. Mais j'ai déménagé quand même parce que j'avais besoin de vivre enfin ma propre vie. Pendant 5 ans, j'ai construit quelque chose de réel. J'ai gravi les échelons dans une entreprise de marketing. J'ai été promue 2 fois. J'ai acheté un petit appartement. Je me suis fait des amis qui m'aimaient pour ce que je suis et non pour ce que je pouvais faire pour eux, et je suis sortie avec quelqu'un qui me traitait d'égal à égal. J'ai enfin compris ce que c'était que d'exister sans être responsable de la vie entière de quelqu'un d'autre. Puis ma mère a appelé avec des nouvelles qui ont tout changé. Elle était malade, pas mourante, mais assez malade pour ne plus pouvoir travailler à temps plein, et elle avait besoin d'aide à la maison, de quelqu'un pour gérer ses rendez-vous et ses médicaments, et elle avait besoin de soutien, et Blight était inutile. Ma sœur avait 23 ans, n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, vivait à la maison sans payer de loyer, et passait ses journées à dormir jusqu'à midi et à sortir avec des amis jusqu'à minuit. Elle ne cuisinait pas, ne nettoyait pas, et ne contribuait à rien. Quand ma mère est tombée malade, Bliss n'a pas pris ses responsabilités. Elle s'est plainte que la situation était stressante, a dit qu'elle ne pouvait pas voir notre mère malade et que quelqu'un devait faire quelque chose, mais ce quelqu'un ne serait jamais elle. Ma mère m'a demandé de rentrer à la maison, disant que Bliss ne pouvait pas s'en sortir et qu'elles avaient besoin de moi. J'ai dit non. J'ai dit que j'avais une vie, un emploi et mes propres responsabilités, et que Blythe était une adulte qui devait enfin grandir, que j'avais passé toute mon enfance à être soignante et que je ne le referais pas. Ma mère a pleuré, m'a traité d'égoïste, a dit que c'était différent parce qu'elle était vraiment malade et que Bliss n'était pas capable de gérer ce genre de pression. J'ai demandé de qui était la faute, et elle m'a raccroché au nez. Pendant les 3 mois suivants, ma mère a appelé constamment, a laissé des messages vocaux sur la difficulté des choses, a envoyé des messages sur des rendez-vous que Bliss avait oublié de prendre et a dit aux parents que je refusais d'aider. Soudain, des oncles et tantes m'appelaient pour me dire que je devrais avoir honte, et mon cousin a dit que ma mère n'avait peut-être plus beaucoup de temps et que je regretterais de ne pas être là. J'ai senti la culpabilité m'oppresser comme toujours, alors je suis arrivée à un compromis. Je visiterais toutes les 2 semaines pour aider aux grosses tâches. Je gérerais les rendez-vous à distance et j'organiserais les médicaments. Mais je ne retournerai pas vivre à la maison, et Bliss devait contribuer. Ma mère a accepté, mais Bliss n'a pas contribué. Chaque fois que je visitais, la maison était en désordre et Bliss était sortie ou dormait. Ma mère donnait des excuses constantes, disant que Blight était sensible, avait des difficultés émotionnelles et n'avait pas la structure pour ça. Pendant ce temps, je faisais 4 heures de route aller-retour toutes les 2 semaines, tout en travaillant et en vivant ma vie. J'ai fait ça pendant 8 mois avant d'exploser. Je suis entrée dans l'allée ce samedi après-midi-là, et j'ai su que quelque chose n'allait pas avant même de sortir de la voiture, car l'herbe n'avait pas été tondue depuis des semaines et les poubelles de recyclage débordaient sur le trottoir. J'ai pris ma valise et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, sentant déjà ce serrement familier. Dans la poitrine et à l'intérieur, c'était pire. Des assiettes empilées dans l'évier couvrant chaque centimètre du comptoir, certaines là depuis assez longtemps pour que la nourriture soit sèche et collée. Le salon avait des vêtements jetés sur les meubles et des emballages vides de nourriture étaient sur la table basse à côté d'une pile de courriers non ouverts. J'ai marché dans la maison en appelant ma mère et je l'ai trouvée dans la chambre, toujours en peignoir à 15 heures, me regardant avec cette expression vaincue que j'avais vue 1000 fois auparavant. Ces flacons de médicaments étaient éparpillés sur la table de chevet, certains renversés, des pilules répandues, et je les ai ramassés, et j'ai vu immédiatement qu'ils n'étaient pas organisés par jour comme je l'avais configuré, alors que l'organisateur hebdomadaire de pilules que j'avais acheté était vide sur la commode. J'ai demandé où était Blythe et ma mère a juste haussé les épaules, disant quelque chose à propos d'une fête d'anniversaire, et j'ai vérifié le garage par la fenêtre, et la voiture de Bliss avait disparu bien sûr. Je suis restée là tenant ces flacons de médicaments, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. 8 mois à conduire dans les 2 sens, 8 mois à organiser, planifier et essayer d'aider à distance, 8 mois où Blythe ne faisait absolument rien pendant que je sacrifiais mes week-ends. J'ai posé les flacons sur la table avec soin, bien que je voulusse les jeter. J'ai demandé à ma mère quand Blythe était sortie, et elle a dit vers midi. J'ai regardé mon téléphone. Il était plus de 15 heures. J'ai demandé si Blythe avait fait quelque chose avant de sortir, et ma mère a dit qu'elle s'était fait le petit déjeuner. Juste pour elle-même, pas pour ma mère. Je suis retournée à la cuisine et j'ai commencé à nettoyer parce que c'était ce que je faisais toujours. J'ai chargé le lave-vaisselle, nettoyé les comptoirs et sorti les poubelles débordantes, et j'ai trouvé la carte de rendez-vous du spécialiste de ma mère collée sur le frigo avec un aimant. Le rendez-vous était passé depuis 2 jours. J'ai interrogé ma mère à ce sujet quand je lui ai apporté de l'eau et ses médicaments de l'après-midi, et elle a dit qu'elle avait oublié, a dit que Bliss devait le lui rappeler, mais que Bliss était occupée. Occupée à faire quoi? Ai-je demandé. Ma mère n'avait pas de réponse. J'ai organisé les pilules correctement et j'ai fait prendre à ma mère ce dont elle avait besoin. Je lui ai fait de la soupe parce qu'il n'y avait rien d'autre de facile dans la maison. J'ai nettoyé la salle de bain et lancé une machine de linge sale. J'ai fait tout ce qui devait être fait pendant que ma colère montait à chaque tâche. Chaque assiette que je lavais était un autre rappel que Blythe avait mangé et laissé le désordre. Chaque vêtement sale était une autre chose dont ma sœur ne pouvait pas se soucier. Quand j'ai entendu la voiture de Blythe dans l'allée, il était presque minuit et j'étais assise à la table de la cuisine avec toutes les lumières allumées. Assise là depuis 2 heures après avoir fini tout ce qui devait être fait. J'ai entendu la clé dans la serrure et ses pas dans le couloir. Elle est entrée dans la cuisine et s'est arrêtée quand elle m'a vue, semblant surprise.
comme si elle avait oublié que je venais ce week-end. J'ai demandé où elle avait été pendant 12 heures, et elle a dit que c'était juste une fête d'anniversaire. J'ai demandé si elle savait que notre mère avait manqué le rendez-vous avec le spécialiste, et le visage de Blitz est resté inexpressif. Elle n'en avait clairement aucune idée. J'ai demandé si elle avait vérifié notre mère aujourd'hui, et Blitz a dit qu'elle était très stressée et avait besoin d'une pause. J'ai senti 8 mois de colère déborder, et je lui ai dit que ça finissait maintenant. J'ai dit qu'elle avait 23 ans et vivait sans payer de loyer tout en ne faisant absolument rien. J'ai dit que notre mère était malade et avait besoin d'une aide réelle, pas d'excuses. Et j'ai dit que je venais de conduire 4 heures toutes les 2 semaines pour nettoyer la saleté de toutes les deux. Les yeux de Blitz se sont remplis de larmes immédiatement. Elle a dit que j'étais cruelle, que notre mère était malade et que je faisais tout tourner autour de moi. A dit qu'elle faisait de son mieux et que j'avais toujours été la forte qui pouvait tout gérer. Je me suis levée de la table et je lui ai dit que je gérais tout depuis l'âge de 7 ans et que j'avais fini. J'ai dit que soit elle commençait à aider pour de vrai, soit j'arrêtais complètement de faciliter toute cette situation. Et je pensais chaque mot. A commencé à pleurer plus fort en disant que je ne comprenais pas à quel point c'était difficile pour elle, que voir notre mère malade était trop de pression et que j'avais toujours été meilleure dans ce genre de choses. J'ai pris ma valise de là où je l'avais laissée près de la porte. Blitz a demandé ce que je faisais et j'ai dit que je partais. Elle a dit que je devrais rester le week-end et j'ai dit que j'avais passé mon week-end à nettoyer le désastre qu'elle avait laissé et que je ne resterais pas une minute de plus. Ma mère est sortie de la chambre en demandant ce qu'était ce bruit et Blythe a couru immédiatement vers elle en pleurant sur à quel point j'étais méchante. Ma mère a serré Blitz dans ses bras et m'a regardé comme si c'était moi le problème. Je suis sortie par la porte, je suis montée dans ma voiture et j'ai pu entendre Blitz pleurer de l'intérieur de la maison pendant que je sortais de l'allée. J'ai conduit jusque chez moi cette nuit-là au lieu de dormir dans ma chambre d'enfance comme prévu. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'atteigne l'autoroute. C'était ma mère et je n'ai pas répondu. Elle a rappelé, je n'ai pas répondu. Et quand je suis arrivée à mon appartement, elle avait appelé 6 fois de plus. Le lendemain matin, il y avait 11 messages vocaux en attente. J'ai écouté les 3 premiers en faisant du café. Le premier était ma mère pleurant sur la façon dont j'avais contrarié Blitz. Le deuxième était elle disant que je ne comprenais pas à quel point les choses étaient difficiles. Le troisième était elle demandant comment je pouvais les abandonner alors qu'elle était malade. Et j'ai supprimé le reste sans écouter. Elle a appelé 4 fois de plus ce jour-là. J'essayais de travailler de la maison et de rattraper tout ce que j'avais négligé en passant mes week-ends comme leur bonne. Elle a laissé des messages vocaux qui alternaient entre chantage émotionnel et plainte. L'un portait sur le fait qu'elle n'avait peut-être pas beaucoup de temps et que j'étais égoïste. Le suivant portait sur le fait que j'étais trop dure avec Blitz, qui était juste sensible et luttait. Le mardi, elle avait déjà appelé 17 fois et j'ai écouté 3 autres messages vocaux. Tous la même chose en des mots différents. Je l'abandonnais quand elle avait le plus besoin de moi. Blitz ne pouvait pas gérer ce genre de pression et j'étais la seule à pouvoir tout arranger. J'ai bloqué son numéro le mercredi juste pour pouvoir passer ma semaine de travail, sans interruption constante, car j'avais une grande présentation le jeudi et je ne pouvais pas me permettre d'être distraite. Ce soir-là, Dante m'a demandé si je voulais dîner. Nous sommes allés dans un restaurant italien près de mon appartement et j'ai essayé d'agir normalement. Mais il a remarqué que quelque chose n'allait pas, comme il le remarquait toujours. Il a demandé ce qui se passait et j'ai craqué. Je lui ai tout raconté. L'enfance entière forcée d'élever, la situation actuelle où je sacrifiais ma vie à nouveau, la culpabilité qui me pressait tous les jours. Je lui ai parlé de la maison qui était un désastre, de ma mère assise en peignoir et de Blitz à une fête pendant 12 heures. J'ai raconté le rendez-vous manqué, les médicaments éparpillés et les excuses sans fin. A tout écouté sans m'interrompre et, quand j'ai finalement arrêté de parler, il a tendu la main sur la table, a tenu la mienne et a dit ce que j'avais besoin d'entendre, mais que je ne pouvais pas encore croire. Il a dit que ce n'était pas normal, que je ne leur devais pas ma vie entière, que ce qu'elle me faisait était mal et que j'avais tout à fait le droit d'établir des limites. J'ai commencé à pleurer là, dans le restaurant. Le soulagement d'avoir quelqu'un validant ce que je ressentais était écrasant. On a payé l'addition et nous sommes retournés chez moi. Il est resté cette nuit-là et m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais des années de frustration accumulée. Le lendemain, ma tante Viviana a appelé. J'avais débloqué le numéro de ma mère ce matin-là parce que je ne pouvais pas l'éviter pour toujours. Le nom de ma tante est apparu sur l'écran et j'ai failli ne pas répondre. Mais j'ai répondu à la 4e sonnerie. Elle a dit que toute la famille s'inquiétait pour moi, que ma mère avait dit à tout le monde que j'étais égoïste pendant sa crise de santé et qu'ils ne pouvaient pas croire que j'abandonnerais la famille quand ils avaient le plus besoin de moi. J'ai pris une grande inspiration et j'ai expliqué calmement. J'ai dit à elle que Blitz avait 23 ans, que Blitz n'avait jamais été obligé d'être responsable de quoi que ce soit dans toute sa vie, que cela devait changer et que ce n'était pas mon travail de continuer à permettre cela. Viviana est restée silencieuse un long moment, puis a dit que Blitz était jeune et découvrait encore les choses, et j'ai dit que j'élevais Blitz depuis l'âge de 7 ans et qu'elle avait eu beaucoup de temps pour découvrir les choses. Viviana n'avait pas grand-chose à dire là-dessus. 2 semaines ont passé. Je n'ai pas visité ce week-end-là ni le suivant. Ma mère a appelé quelques fois de plus, mais je n'ai pas répondu car je travaillais sur une nouvelle campagne au bureau et j'essayais de reconstruire la vie que j'avais négligée. Alors ma mère a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas et j'ai répondu sans réfléchir. Elle était dans un centre de soins d'urgence. Ses symptômes avaient empiré, elle avait manqué le rendez-vous de suivi avec le spécialiste et maintenant les choses étaient assez graves pour qu'elle ait besoin d'une attention immédiate. J'ai senti la panique monter dans ma poitrine et la culpabilité m'envelopper comme toujours. J'ai demandé ce qui s'était passé et elle a dit que Blitz avait oublié de programmer le rendez-vous. Bien sûr. Ma mère a demandé si je pouvais venir. J'ai dit que j'étais à 2 heures de route et au milieu de ma journée de travail. Elle a commencé à pleurer en disant qu'elle avait besoin de moi et j'ai senti que j'étais sur le point de céder, de tout lâcher et de courir comme je le faisais toujours. Mais alors je me suis arrêtée. Je me suis forcée à penser au lieu de simplement réagir et j'ai dit à ma mère de passer le téléphone à quelqu'un des urgences. Une infirmière a répondu et j'ai expliqué la situation. J'ai demandé ce dont ma mère avait vraiment besoin et l'infirmière a dit qu'ils faisaient des examens, mais que ma mère irait probablement bien avec une gestion adéquate des médicaments. J'ai demandé s'il y avait des services qui pouvaient aider avec ça et l'infirmière m'a donné le numéro d'une agence de soins à domicile. J'ai remercié et raccroché. Ma mère a rappelé immédiatement du téléphone des urgences, mais je n'ai pas répondu et j'ai appelé l'agence de soins à domicile. J'ai passé ma pause déjeuner à rechercher des options et à faire des arrangements. J'ai trouvé une femme nommée Elodie McCarthy
qui faisait des évaluations de santé à domicile et j'ai programmé sa visite chez ma mère la semaine suivante. Avoir un professionnel impliqué semblait important, semblait amener quelqu'un qui pouvait voir ce que je disais sur toute cette situation. Cela ressemblait à une validation. Ce week-end-là, Bliss a commencé à m'envoyer des messages. Le premier disait que j'avais détruit la famille, le deuxième disait qu'elle ne pouvait pas croire que je leur faisais ça, le troisième disait que notre mère était très malade et que c'était ma faute de ne pas être là. Et les messages continuaient d'arriver, chacun plus désespéré que le précédent, jusqu'à ce que le dernier dise qu'elle ne savait pas combien de temps elle tiendrait encore, suggérant quelque chose de plus sombre. J'ai reconnu immédiatement ce que c'était. De la manipulation, la même manipulation avec laquelle j'avais traité toute ma vie. J'ai fait des captures d'écran de chaque message, et je les ai enregistrés dans un dossier, puis j'ai posé le téléphone, et je n'ai répondu à aucun d'eux. La semaine suivante, Elodie a appelé pour confirmer l'évaluation, et a demandé si je serais là. J'ai dit non, j'ai dit que j'habitais à 2 heures de route et que je travaillais à temps plein. J'ai dit que ma sœur vivait dans la maison et pourrait être présente, et Elodie a dit que c'était bon. Le jour de l'évaluation, j'étais en réunion quand Elodie a appelé. Je suis sortie pour répondre et elle a dit que l'évaluation était terminée et qu'elle avait besoin de discuter de certaines choses. Elle a dit que les besoins de soins de ma mère étaient gérables, mais que la situation domestique n'était pas durable, car il y avait un adulte capable vivant dans la maison qui ne contribuait pas. J'ai demandé ce que ma mère avait dit à ce sujet, et Elodie est restée silencieuse une seconde avant de dire que ma mère avait admis qu'elle n'avait jamais enseigné les compétences de vie de base parce que j'étais toujours là, pour tout gérer. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. C'était la chose la plus proche de la responsabilité que j'ai jamais entendue de la part de ma mère. J'ai demandé à Elodie de répéter et elle l'a fait. Ma mère avait dit à haute voix à une étrangère professionnelle, admis qu'elle comptait sur moi pour élever au lieu de le faire elle-même. Mais alors Elodie a dit que ma mère avait immédiatement minimisé, disant que ce n'était pas tout à fait comme ça, que j'avais toujours été si responsable et serviable et que Bliss était juste différente. J'ai remercié Elodie et demandé quelle était la suite. Elle a dit qu'elle pouvait fournir des services, mais seulement si Bliss commençait à participer aux tâches ménagères de base et à la gestion des médicaments, affirmant qu'elle ne permettrait pas le dysfonctionnement actuel. J'aurais pu l'embrasser à travers le téléphone. J'ai configuré les services d'Elodie et je suis retournée au travail. La semaine suivante s'est passée avec un contact minimal de ma mère. Pas d'appel de crise, pas de texto de culpabilité, juste le silence, ce qui semblait étrange. Le mardi matin, j'étais dans la salle de conférence à me préparer pour une présentation client quand mon téléphone a commencé à vibrer. Ma mère. J'ai mis en silencieux et me suis concentrée sur mes diapositives. Le téléphone a vibré à nouveau et encore. J'ai senti mon estomac se serrer. Mais j'ai continué à travailler. Mon collègue a demandé si je devais répondre. J'ai dit que non. La présentation était dans 30 minutes et j'avais encore 3 diapositives à terminer. Mon téléphone a vibré 2 autres fois avant que je ne l'éteigne complètement. J'ai fini les diapositives avec 10 minutes d'avance et je suis allée chercher du café. Quand j'ai rallumé mon téléphone, il y avait 8 appels manqués et 6 SMS, tous de ma mère. Le texte disait que Bliss avait gâché l'horaire des médicaments, qu'elle avait besoin que j'appelle immédiatement, que c'était urgent. J'ai senti la panique familière commencer à monter, alors j'ai regardé les horaires. Le premier appel est arrivé à 9h et maintenant il était 11h30. Si c'était vraiment urgent, ma mère aurait appelé une ambulance. Mais au lieu de cela, elle m'a appelé 8 fois pendant que je travaillais. J'ai rangé mon téléphone et je suis allée à la présentation. Au milieu du chemin, mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai ignoré. Puis il a vibré encore et encore. J'ai perdu le fil de ma pensée au milieu de la phrase. Le client a semblé confus. Ma responsable a semblé inquiète. Je me suis reprise et j'ai continué. Mais je pouvais sentir que je transpirais. Après la présentation, ma responsable m'a prise à part et a demandé si tout allait bien. J'ai dit oui. Elle a dit que je semblais distraite ces derniers temps et que ce n'était pas dans mes habitudes. A dit que le client l'avait aussi remarqué et que cette présentation était importante et que j'avais failli manquer le délai pour la préparer. Je me suis excusée. Elle a dit qu'elle avait besoin que je sois concentrée parce que nous avions 3 autres grandes propositions à venir et j'ai promis que je le serais. Mais quand j'ai vérifié mon téléphone, il y avait 5 autres appels. Je me suis assise dans ma voiture dans le garage et j'ai fixé mon téléphone. Cela ne pouvait pas continuer. Je ne pouvais même pas maintenir ce niveau réduit d'implication, sans détruire ma performance au travail. J'ai appelé Elodie au lieu de ma mère et elle a répondu à la 2e sonnerie. J'ai demandé ce qui s'était passé avec les médicaments et elle a dit qu'il ne s'était rien passé, que ma mère l'avait appelée aussi en panique à propos de Bliss organisant mal les pilules. Mais Elodie était allée vérifier et tout allait bien. Bliss avait fait correctement. Ma mère s'était juste convaincue qu'il y avait un problème. J'ai remercié Elodie, raccroché et ensuite rappelé ma mère. Elle a répondu immédiatement et a commencé à parler de la crise des médicaments, mais je l'ai coupée. J'ai dit que j'avais parlé à Elodie et qu'il n'y avait pas de crise. Il y a eu un silence, puis ma mère a dit qu'elle était inquiète. J'ai dit que c'était bien, mais qu'elle ne pouvait pas m'appeler 8 fois pendant ma journée de travail. J'ai dit que j'avais failli gâcher une présentation importante et que s'il y avait une véritable urgence, elle devait appeler Elodie d'abord. Ma mère a dit qu'Elodie n'était qu'une aide. J'ai dit qu'Elodie était une professionnelle qui savait ce qu'elle faisait et ma mère m'a raccroché au nez. 3 jours plus tard, Elodie a appelé avec une mise à jour. Elle avait eu une réunion avec ma mère et Bliss avait établi des attentes claires et dit qu'elle continuerait à fournir des services, mais seulement si Bliss participait aux tâches de base et, commençant immédiatement, Bliss devait organiser les médicaments de ma mère pour toute la semaine sans aide. Elodie vérifierait son travail, mais Bliss devait le faire seule. J'ai demandé comment cela s'était passé, et Elodie a ri en disant que cela s'était passé aussi bien que prévu. Blythe s'est plainte que c'était trop difficile. Ma mère a dit que Blythe n'était pas bonne à ce genre de choses, mais Elodie a dit que c'était les termes, à prendre ou à laisser. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un d'autre que moi responsabilisait Blythe, et cela semblait irréel. Ce week-end-là, je n'ai pas visité la maison, je suis restée en ville et j'ai rattrapé le travail. Mon téléphone est resté presque toujours silencieux. Pas d'appel de crise, pas de texto d'urgence. Juste un message de ma mère disant que Blythe faisait de son mieux avec les pilules, et je n'ai pas répondu. Le lundi, ma boîte de réception d'email avait un nouveau message de mon oncle avec le sujet « Nous devons parler de la famille ». J'ai failli l'effacer sans lire, mais je l'ai ouvert. L'email était long, parlait d'obligations familiales et de devoirs. Disait que ma grand-mère serait déçue de la façon dont je traitais ma mère. Disait que Blythe luttait et avait besoin de soutien. Pas de pression. Disait que j'étais égoïste et plaçais ma carrière avant la famille et que je devrais avoir honte. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai enregistré dans un dossier et je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, ma tante a envoyé un email séparé juste pour moi, disant qu'elle avait reçu la documentation que j'avais envoyée sur la situation de soins de ma mère et qu'elle avait tout lu, disant qu'elle commençait à comprendre ma perspective, qu'elle ne réalisait pas tout ce que je faisais,
ou le peu que Bliss contribuait, et que, bien qu'elle pensât toujours que la famille devait aider la famille, elle pouvait voir pourquoi j'avais établi des limites. Ce n'était pas des excuses ni un soutien total, mais c'était quelque chose. Alors j'ai répondu et remercié de m'avoir écouté. Cet après-midi-là, ma mère a appelé pour dire qu'elle renvoyait Elodie, disant que l'aide à domicile était déraisonnable et exigeait trop de Bliss, disant que nous pourrions revenir à la façon dont les choses étaient avant, et que je pourrais juste aider à distance comme je le faisais. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. C'était le test. C'était ma mère essayant de tout réinitialiser pour que je sois responsable de tout. J'ai dit non. J'ai dit que si elle renvoyait Elodie, je ne remplirais pas ce rôle. J'ai dit que je ne gérerais pas les médicaments, ni ne prendrais de rendez-vous ou ne gérerais de crise. J'ai dit qu'elle pouvait garder Elodie ou se débrouiller seule, mais je ne serais plus le plan de secours. Ma mère a dit que je l'abandonnais. J'ai dit que j'établissais des limites et elle a raccroché. Je me suis assise à mon bureau en tremblant, puis je suis retournée au travail. 2 jours plus tard, Elodie a appelé pour dire que ma mère avait décidé de garder ses services. Après tout, a dit que Bliss avait vraiment organisé les pilules correctement pendant 9 jours d'affilée, que ce n'était pas parfait, mais que Bliss gérait. Je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi ressentait de l'espoir que peut-être Bliss pourrait vraiment grandir et gérer la responsabilité. Que peut-être elle en était capable depuis le début et avait juste besoin d'être forcée. Mais une plus grande partie de moi ressentait de la colère. Car si Bliss pouvait faire ça maintenant, elle aurait pu le faire il y a des mois, il y a des années. Quand nous sommes revenus le dimanche soir, j'ai vérifié mon téléphone et il n'y avait pas d'appel manqué de ma mère, ni de textos d'urgence, ni de messages vocaux de crise, juste un message d'Elodie disant que tout allait bien. Le mois suivant, quelque chose d'étrange s'est produit. La santé de ma mère s'est vraiment stabilisée, ses symptômes se sont améliorés, son énergie a augmenté, et Elodie a rapporté qu'avec la gestion adéquate des médicaments et faisant le minimum de tâches, les choses se passaient bien. J'aurais dû me sentir soulagée, mais au lieu de cela, je me suis sentie furieuse. J'ai réalisé que la moitié de la crise avait été un drame fabriqué. Ma mère exagérait à quel point les choses allaient mal pour me garder impliquée, augmentait ses symptômes pour me faire sentir nécessaire et créait des urgences qui n'étaient pas vraiment des urgences. La culpabilité que je portais depuis des mois était basée sur une situation qui n'a jamais été aussi terrible qu'elle le laissait paraître. À arrêter d'essayer. Dès que l'état de ma mère s'est stabilisé, ma sœur est revenue à ses vieux modèles, à recommencer à dormir jusqu'à midi, à sortir avec des amis tous les soirs et à sauter ses tâches assignées, de sorte que l'organisation des médicaments s'est effondrée et Elodie a dû reprendre le relais. J'ai reçu la mise à jour d'Elodie un jeudi après-midi, disant que Bliss avait essentiellement abandonné, que ma mère inventait à nouveau des excuses et que le bref aperçu de responsabilité avait complètement disparu. J'ai senti le dernier morceau d'espoir que je tenais mourir. Bliss n'allait pas changer. Elle avait prouvé qu'elle pouvait gérer des tâches de base quand elle y était forcée, mais à la seconde où la pression a cessé, elle est redevenue inutile. Ma mère non plus n'allait pas changer. Elle avait prouvé qu'elle pouvait gérer avec une aide professionnelle et le minimum de contribution de ma part. Mais elle me voulait toujours coincée, sentant la culpabilité et la responsabilité. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire un email adressé à ma mère et j'ai écrit mes nouvelles limites clairement. Je visiterais 1 fois par mois, je n'étais pas disponible pour les urgences et toute la coordination des soins passerait par Elodie. Ces termes n'étaient pas négociables. J'ai expliqué que j'avais ma propre vie et mes responsabilités, que j'avais passé toute mon enfance à être soignante et que j'avais fini. J'ai expliqué que Blythe était une adulte qui devait trouver comment contribuer. Je l'ai lu 3 fois et j'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir douter de moi-même. Ma mère n'a pas répondu pendant 4 jours et quand elle l'a finalement fait, c'était un court message disant qu'elle acceptait mes termes parce qu'elle n'avait pas le choix. Il n'y a pas eu d'excuse, aucune reconnaissance de ce qu'elle m'avait fait subir, aucune reconnaissance qu'elle avait tort, juste une acceptation résignée que je ne reviendrai plus pour les sauver. 2 semaines après l'envoi de cet email, Viviana a appelé avec des nouvelles. Blythe a été renvoyée de son emploi au café pour ne pas s'être présentée à 3 quarts de travail consécutifs. Ma tante s'attendait à ce que je réagisse comme je réagissais toujours. S'attendait à ce que je dise que j'appellerais le gérant ou enverrais de l'argent à Blythe pour couvrir ses factures jusqu'à ce qu'elle trouve autre chose. Mais j'ai dit à Viviana que Blythe avait 23 ans et devait résoudre ça toute seule. Le silence de l'autre côté de la ligne a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé. Puis Viviana a dit qu'elle comprenait et a raccroché. 1 semaine plus tard, Viviana a rappelé pour me dire que Blythe avait vraiment fait sa demande de chômage toute seule, navigué sur le site, rempli tous les formulaires et fourni la documentation nécessaire sans personne pour lui tenir la main. Ma tante semblait sincèrement surprise que Blythe ait réussi quelque chose d'aussi basique sans aide. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de colère en entendant cela. Soulagement parce que cela prouvait que Blythe était capable quand elle n'avait pas d'autre choix, et colère parce qu'elle aurait pu faire des choses par elle-même tout le temps, mais n'avait jamais eu à le faire parce que quelqu'un apparaissait toujours pour tout arranger. 3 mois se sont écoulés avec le nouvel arrangement en place. Elodie gérait les médicaments et les rendez-vous de maman, s'occupait du strict minimum de tâches requises, comme sortir les poubelles et occasionnellement faire la vaisselle, et je visitais 1 fois par mois un dimanche après-midi, et je restais exactement 3 heures. Les visites étaient étranges, étendues, mais fonctionnelles. Maman parlait de ses mises à jour de santé et se plaignait de petits inconvénients. Bleach restait principalement dans sa chambre ou sortait avec des amis, et j'aidais avec toutes les grosses tâches qui devaient être faites, comme le jardinage ou l'organisation de la paperasse. Puis je retournais à mon appartement. Ce n'était pas parfait et personne n'était heureux, mais ça fonctionnait. Le système était durable d'une manière que l'ancien arrangement ne l'avait jamais été. J'ai commencé à voir une thérapeute nommée Dr. Chen en avril, et je lui ai tout raconté lors de cette première séance. L'enfance parentale, la culpabilité qui me suivait partout, le point de rupture avec ma famille, le sentiment constant que j'abandonnais des gens qui avaient besoin de moi, même si je savais logiquement que ce n'était pas vrai. Le Dr. Chen a écouté sans jugement et a posé des questions qui m'ont fait penser aux choses différemment. Elle m'a aidé à comprendre que ma mère avait créé une dynamique où mes besoins ne comptaient jamais, et Blythe n'avait jamais eu à grandir. A expliqué que me choisir moi-même n'était pas égoïste ou cruel, c'était une survie nécessaire. J'ai pleuré pendant la plupart de nos premières séances, tout en travaillant sur le deuil de la famille que je méritais, mais que je n'ai jamais eu. Et lentement, au fil des semaines et des mois, j'ai commencé à croire ce que le Dr. Chen me disait. La culpabilité n'a pas disparu complètement, mais elle est devenue plus silencieuse. 6 mois après mon point de rupture, ma vie semblait complètement différente. Dante et moi avons emménagé ensemble en juin. Ma carrière était de retour sur les rails après des mois de distraction. Et j'ai été désignée pour diriger une grande campagne client. J'ai gardé un contact distant, mais avec ma famille.
par le biais de visites mensuelles et de messages occasionnels. Maman ne s'est jamais excusée pour les années d'exploitation, ne m'a jamais remerciée pour tout ce que j'ai sacrifié, et toutes deux agissaient comme si le nouvel arrangement était quelque chose qui leur était arrivé, au lieu de quelque chose qu'elles m'avaient forcé à créer par leur refus d'être des adultes responsables. Je ressentais encore parfois de la culpabilité quand je voyais maman paraître fatiguée ou entendais parler de Bliss luttant avec des tâches de base de la vie. Mais j'avais construit quelque chose de réel pour moi-même. J'avais un partenaire qui me traitait d'égal à égal. J'avais une carrière pour laquelle j'avais travaillé dur. J'avais des amis qui m'appréciaient pour qui j'étais. Et j'étais enfin en paix avec le fait que ma mère et ma sœur n'admettraient jamais que j'avais raison d'établir des limites ou ne me remercieraient jamais pour l'enfance que j'avais perdue à élever l'enfant de quelqu'un d'autre.